Et parce qu'il y a là, et on le voit, une opération qui vise à quoi en réalité? Qui vise constamment, en renvoyant la gauche républicaine à l'extrême droite, à banaliser et à renforcer l'extrême droite. Hello there. Un spécial à l'air libre de 2 heures sur l'extrême droite à deux. L'extrême droite. Moi je pense que l'extrême droite, on ne doit pas discuter avec eux. D'extrême droite. Une part importante de la jeunesse française opte aujourd'hui pour l'extrême droite. L'extrême droite. D'extrême droite. Salut YouTube, aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'extrême droite. Un mot qu'on utilise n'importe comment, qui n'est plus qu'un point Godwin pour discréditer un adversaire politique. Un mot utilisé sans cesse par la gauche sans rien connaître de l'historique, ni les caractéristiques, ni le contexte. Après des décennies de conformisme, la gauche n'a plus de substance, plus d'idées, le flambeau s'est éteint. Les classes populaires se sentent abandonnées et quittent le navire pour virer à droite. Alors pour sauver ce qui reste du bateau, on garde l'épouvantail de l'extrême droite, épouvantail qui ne fonctionne plus aussi bien qu'avant hélas. S'abstenir de voter aux élections montre que les Français ne se sentent plus écoutés par personne, surtout par la gauche vide qui navigue à l'aveuglette, devenant une passerelle pour la droite après tant d'erreurs et de crises d'ego. C'est ce qu'on appelle le rebond, la loi de l'équilibre. Sans plus de dogmes et d'idéologie, laissez-moi vous expliquer pourquoi la gauche et le centre racontent n'importe quoi quand ils emploient les termes d'extrême droite pour viser leurs adversaires. C'est parti. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. La monarchie est abolie en 1789 suite à la Révolution française, au profit d'une monarchie constitutionnelle qui proclamera les droits de l'homme et du citoyen. Ce sont les premières planches de bois au système démocratique. La République sera instaurée 3 ans plus tard en 1792, qui ne fera pas l'unanimité puisqu'une droite anti-républicaine et antidémocratique s'oppose à celle-ci. Droite composée entre autres des philosophes Louis de Bonald, Joseph de Maistre, et Antoine de Rivarol. Pour ce mouvement, être roi signifie avoir été choisi par Dieu. La monarchie de droit divine est donc la seule manière légitime et respectable de gouverner, et ce depuis le baptême de Clovis. Sans la monarchie et le christianisme, il n'y aura tout simplement plus de France. C'est ainsi que les ultra-royalistes manifestèrent leur désir du retour de l'ancien régime. Lorsque Louis XVIII devint roi en 1814, la majorité de la première législature de la Chambre des députés, nommée aussi Chambre introuvable, était composée de royalistes hostiles à la République. Ces royalistes qui se disaient même plus royalistes que le roi, étaient hostiles aux concessions faites par Louis XVIII. En 1824 ils soutiennent Charles X, dont le sacre à Reims apaise les tensions en renouant avec la tradition. Cependant Charles X se plaça dans une position délicate le 25 juillet 1830, quand il signa un décret portant atteinte à la liberté de la presse, les 4 ordonnances, et déclenche la Révolution de juillet 1830. La fidélité et la nostalgie des romantiques de Chateaubriand pour l'ordre ancien idéalisé attirent la convoitise des royalistes. Par loyauté, il refuse en 1830 de reconnaître l'usurpateur Louis-Philippe, qui accepte de devenir roi des Français, duc d'Orléans qui a voté la mort de Louis XVI. Ce mouvement inspira la droite extrême du 19e et 20e siècle, qui se manifesta en 1993 place de la Concorde pour le bicentenaire de la mort de Louis XVI. En 1880, la France est touchée par une crise économique et alimentaire. Chômage de masse, baisse des prix agricoles, crise de l'artisanat, etc. C'est la Grande Dépression qui durera jusqu'à la fin du 19e siècle. Le Parlement est tenu pour responsable, ce qui entraîna une grande défiance envers celui-ci, déjà fragilisé par des scandales financiers. La droite nationaliste devint ainsi anti-parlementaire, dénonçant les républicains au pouvoir tous corrompus. Naquit donc 2 partis populistes hostiles aux institutions républicaines, la Ligue des Patriotes, et la Ligue de la Patrie française. Au début du XXe siècle, l'extrême droite c'était l'Action française, qui défendait une doctrine anti-dreyfusarde. Charles Maurras, un écrivain néoclassique, publie en 1900 son ouvrage « Enquête sur la monarchie ». Sans la restauration de la monarchie, rien ne pourra être fait pour la France selon Maurras. Pour lui, la République était irréformable car noyée dans la corruption. La réforme du XVIe siècle a brisé l'ordre hiérarchique imposé par l'Église au nom d'un esprit critique en désagrégation, et la philosophie des Lumières ainsi que la franc-maçonnerie sont à l'origine de la Révolution. La République est le régime des étrangers, gouverné par 4 États alliés ennemis de la nation. Protestants, francs-maçons, juifs apatrides et cosmopolites. Cette république appelée aussi la mendiante, doit être renversée par tous les moyens. Elle doit être remplacée par une monarchie capétienne, antiparlementaire, traditionnelle, catholique et héréditaire. En 1908,
l'Action française publie sa propre revue de presse jusqu'en 1944. Revue qui connaîtra un franc succès même au-delà de l'Action française. Ils recevront en 1911 la reconnaissance du duc d'Orléans, fils et successeur du comte de Paris et chef de la Maison de France. L'Action française a contribué au développement du nationalisme social français. Corps militaire, l'Église, les victimes de la politique anticléricale de Cambie dirigée par le pape Pie X depuis 1903, conservateurs et les catholiques éminents, tous ont été influencés et attirés par l'Action française, qui souscrivent à leur traditionnalisme et à leur corporatisme. Ce nationalisme qui imprègne la société française dans son ensemble, et la dangerosité grandissante au niveau diplomatique, explique par exemple la loi des 3 ans votée en 1913. Cependant les mouvements anti-républicains perdront en puissance et en influence après la Première Guerre mondiale, qui a renforcé la République. L'Action française perd le soutien de l'Église accusée par celle-ci de faire de la démagogie, puis celui du nouveau chef de la Maison de France, Jean, successeur du duc d'Orléans. Elle fait également face à d'autres concurrents comme les Jeunesses patriotes, non royalistes mais favorables à un régime autoritaire et nationaliste. Ces mouvements politiques de l'extrême droite se feront de plus en plus nombreux entre 1920 et 1940, avec l'apparition de nouveaux partis comme le Faisceau, la Solidarité française, le Francisme, les Croix de Feu, etc. Ces partis ont en commun l'antiparlementarisme, le nationalisme antisémite et anticosmopolite, l'anticommunisme, et le culte du chef. Quelle horreur! C'est horrible ça! C'est un truc de nazi! Le 6 février 1934, plus de 100 000 personnes se rassemblent place de la Concorde pour défiler vers le Palais Bourbon. Les troupes étaient concentrées sur, et à l'avant du pont. De violents affrontements ont éclaté entre gardes à cheval et manifestants. À l'insu du public, la fusillade éclate. 16 manifestants sont tués et des centaines sont blessés, ainsi que des centaines de policiers. Les émeutes de rue se sont poursuivies pendant des jours. Le régime lui-même semble menacé. Face à la menace, syndicats et partis de gauche organisent une riposte unie du 9 au 12 février, ce sont les premiers signes d'un retour de l'unité à gauche, annonçant le Front populaire. Daladier démissionne de son poste de président du Conseil pour éviter la guerre civile. Respecté des deux côtés, l'ancien président de la République Gaston Doumergue a formé un gouvernement d'union nationale visant à rétablir la paix dans le pays. Le souvenir du 6 février sera vivace. Pour l'extrême droite, c'est le souvenir de ces martyrs victimes de la répression policière. Ce fut aussi une occasion manquée, alimentant la polémique entre Charles Maurras et le dirigeant des Croix de Feu François de la Roque, le premier accusant le second de trahison car il ne voulait pas ordonner à ses troupes d'attaquer le Palais Bourbon, alors que l'Action française arrivait de la rive gauche de la Seine, sans avoir réussi à franchir les barrières du pont de la Concorde. Suite à cette tentative ratée de prendre le pouvoir, l'extrême droite perdra beaucoup en influence, la faute à des groupes trop divisés, et par manque de leaders. En 1940, c'est la divine surprise selon Charles Maurras, la Troisième République est abattue. Emmanuel Dastier de l'Action française fonde le mouvement de résistance Libération, la Roque est déporté en Allemagne. Les partis de gauche votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, et celui-ci s'entoure d'anciens maurassiens. Les dirigeants de la Troisième République considérés comme responsables de tous les malheurs sont poursuivis et emprisonnés. À la fin de la guerre, l'extrême droite est sévèrement punie par l'épuration. Henriot est abattu par la résistance, Robert Brasillac, Joseph Darnan et Marcel Bucquart sont fusillés. Charles Maurras est quant à lui condamné à la prison à perpétuité. L'extrême droite perdit tout crédit suite à la libération du pays, et ce malgré la résistance à l'occupant allemand. Le gouvernement qui correspond le plus aux caractéristiques de l'extrême droite dans l'histoire, est très certainement l'État espagnol dirigé par le général Franco de 1939 à 1975. Francisco Franco est souvent identifié de travers comme un fasciste, car il a pris la tête d'une coalition de différentes factions de droite au début de la guerre civile espagnole, après que leur premier chef se soit fait tuer par un gouvernement républicain de gauche. Le côté nationaliste de la guerre civile était un mélange de phalangistes, de royalistes qui voulaient restaurer la monarchie, et d'autres conservateurs qui ne se souciaient pas de savoir si l'Espagne était une république ou une monarchie. Il a formé son régime avec l'aide de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie, et ne laissant pas l'Occident intervenir, il a gagné la guerre. Après sa victoire, il a créé un régime ultra-conservateur que beaucoup qualifieraient de réactionnaire, et a passé les 36 années suivantes à imposer sa vision du monde à l'Espagne. Il a supprimé le multiculturalisme, a fortement soutenu l'Église catholique en tant que centre de la société espagnole, et a essayé de préserver les dernières possessions coloniales de l'Espagne aussi longtemps que possible. Sa restauration de la monarchie en 1947 qui a pris effet après sa mort, est un autre exemple de son traditionnalisme. Franco lui-même s'installa au Palais Royal et s'attribua le grade de capitaine général, un titre habituellement réservé au roi. Il inscrira également au Palais Royal, Francisco Franco, chef de l'Espagne par la grâce de Dieu.
C'est ainsi que les anciens rois espagnols étaient appelés, seulement ils utilisaient les termes de roi, au lieu de chef. Franco a régné en tant que monarque absolu et avait l'intention que Juan Carlos fasse de même après être devenu roi. Juan Carlos lui-même a décidé qu'il n'en voulait pas, et a volontairement renoncé au pouvoir absolu en 1978. Aujourd'hui, de nombreux ultraconservateurs considèrent Francisco Franco comme un héros même si certains ne l'admettront pas. Franco et son idéologie ont également été le modèle utilisé par Augusto Pinochet lors de sa prise de pouvoir au Chili en 1973. Les franquistes espagnols considèrent Pinochet comme son successeur spirituel. La caractéristique principale de l'extrême droite est donc l'antiparlementarisme, suivi du totalitarisme et d'un ultraconservatisme religieux, d'où le soutien que ceux-ci apportent aux monarchies. Il faudrait évidemment citer l'ultralibéralisme que défendent de tels régimes. En ce qui concerne le nationalisme, au sein des régimes d'extrême droite, contrairement au régime fasciste, celui-ci est toujours plus civique qu'ethnique. Sans compter que c'est loin d'être le monopole de l'extrême droite, l'Union soviétique de Staline ou Karl Marx étant également des nationalistes. Aujourd'hui, la doctrine de l'Action française existe toujours, il y a des racistes et des antisémites dans le monde entier, donc même en France. Combien sont-ils? J'en ai aucune idée, mais nettement moins que dans des pays comme l'Autriche, la Pologne, l'Italie, le Japon, ou la Chine. Et ces gens étant comme tout le monde, certains ne votent plus, certains votent blanc ou nul, et certains votent. Quand un mouvement identitaire se présente, ils votent pour ce mouvement. Renaud Camus, par exemple, aurait pu être considéré d'extrême droite puisque ses électeurs le sont très majoritairement. Il a présenté une liste aux élections européennes en 2014, et tous les candidats confondus de racisme ayant eu des propos déplacés, ayant fait des saluts nazis ou quoi que ce soit d'illégal, ont été radiés du mouvement. Il y a ce que les médias appellent une dédiabolisation. Qu'est-ce donc? L'envie de gagner donc de mentir? Non, les gens changent. Le Front National de Jean-Marie Le Pen était par exemple homophobe, ce qui est un meilleur exemple que le racisme qui est plus complexe. Il y a encore des homophobes qui votent Rassemblement National. Mais aujourd'hui le Rassemblement National n'est pas du tout homophobe. À Fréjus ou Béziers, les maires ont été réélus sans difficulté alors que la bien-pensance les considère d'extrême droite. Parmi les électeurs on trouve des homosexuels, des juifs, des noirs et des arabes. Sont-ils fous? Non, ils en ont juste marre. Marre de la délinquance, marre de la criminalité, marre de l'insécurité. S'il s'agissait de gens du voyage comme en Roumanie, ce parti viserait les manouches, les tziganes et les gitans. S'il n'y avait que des délinquants et criminels maliens, il viserait les maliens. Cependant les choses étant ce qu'elles sont, les incivilités, la criminalité et la délinquance sont de façon disproportionnée issues de l'immigration arabo-africaine. Le problème ne vient pas des Chinois ou de leurs enfants, des Polonais, et encore moins des Juifs. Les gens sont à bout, même parmi les immigrés, donc votent pour des politiques qui ne sont pas d'extrême droite mais que les médias considèrent comme tels. Il n'y a plus de parti politique d'extrême droite en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Prétendre que Marine Le Pen et Éric Zemmour sont d'extrême droite, c'est croire que l'histoire du monde commence à partir du XXIe siècle. Zemmour est de droite populiste et républicaine. Peut-être bonapartiste si cela a encore un sens. Il se considère gaulliste et c'est le cas, il est le plus fidèle aux idées du général de Gaulle. Marine Le Pen est une socialiste sur le plan économique, et conservatrice sur le plan social. Et bien sûr les deux proposent une consultation directe des citoyens dans leur programme. Difficile donc de les qualifier d'anti-républicains, ou d'antidémocratie. Si vous vous intéressez à la politique, comparez les anciens programmes du Parti communiste, du RPR, et du Parti socialiste. Prenez le temps de comprendre les programmes actuels des partis de gauche et de droite. Vous devriez noter rapidement que les extrêmes sont marginaux. Ce qu'on appelle dorénavant l'extrême droite en France, est davantage comparable aux sociodémocrates danois qu'à Franco. C'est souvent un procédé rhétorique en France. Quand une réalité dérange certains, ils la classent à l'extrême droite. D'autres variantes sont possibles. Ultra-droite, droite radicale, fascisme, heures les plus sombres, bruit de bottes, etc. Les gilets jaunes nous emmerdent à bloquer les ronds-points, c'est parce qu'ils sont d'extrême droite. Quand on sait que c'est un mouvement qui défend la démocratie directe, cette accusation est ridicule, étouffante, et bloqueuse d'échanges. Résultat, les gens ne font plus confiance à la politique et ne votent plus. Certaines personnes comme l'enfarineur de Mélenchon ne croient plus au débat et passent à des actions plus directes. Que font les médias pour dénoncer ce déni de démocratie? Ils les classent à l'extrême droite. Un cercle vicieux très dangereux. La gauche pense que si l'on n'est pas humaniste, on est d'extrême droite. Or l'humanisme c'est excuser systématiquement, pardonner, comprendre. Tu es rentré chez moi pour me voler? C'est parce que tu as faim. Tu as frappé quelqu'un pour lui voler son portable? Tu es violent car la société est violente avec toi. Tu craches sur la France à longueur de journée alors que tu ne pourrais pas vivre dans ton pays d'origine qui est bien pire? C'est parce que la France n'a pas fait sa repentance. Tu agresses une femme parce que sa jupe est trop courte? C'est parce que tu n'as pas la même échelle de valeur. Tu fais brûler ton quartier? C'est parce que c'est un ghetto où il ne fait pas bon vivre.
Tu fais du trafic de drogue? C'est parce que les barrières à l'emploi sont élevées à cause de ton origine et du fait que tu portes un prénom qui ne donne pas envie à un patron de t'employer. Les populations blanches et asiatiques, plus minoritaires du côté de l'immigration arabo-africaine, qui sortent de ces ghettos ne sont pourtant ni criminels, ni délinquants. Donc cette frange de la population en a marre. La considérer d'extrême droite car elle veut pouvoir marcher sereinement dans la rue, c'est fort de café comme dirait ma grand-mère. Si vous cherchez l'extrême droite, la vraie, vous la trouverez dans les pays d'origine des remplaçants. C'est sur ces mots que je vais conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, et à bientôt. Finito.